Bonjour, je m'appelle Chantal Perron, je suis chargée de projet à l'organisme Métadame. Métadame, c'est une association par et pour les personnes qui consomment des drogues, principalement les opioïdes. Donc, je suis une personne qui a consommé des opioïdes et surtout l'héroïne pendant 10 années. Ensuite, j'ai suivi un traitement de méthadone, ce qui fait que cette année, ça va faire 25 ans que je n'ai pas consommé de drogue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle PROFAN. Ça s'écrit P-R-O-F-A-N. C'est pour prévenir et réduire les overdoses, former et accéder à la naloxone. C'est un projet que j'ai écrit moi-même j'ai eu l'aide et le soutien de Dr. Marie-Ève Goyer, qui à ce moment-là, quand je l'ai écrit, travaillait au service du CRAN. Le CRAN, c'est le Centre d'aide aux narcomanes. Donc, ça a commencé en 2013 environ. Et puis, le partenaire qu'on a eu, donc le CRAN, il est devenu partenaire avec Métadame. Et ensuite, on a eu d'autres partenaires qui étaient le docteur Michel Perrault de l'Institut Douglas, qui est devenu notre troisième partenaire. On était les trois pour créer le projet PROFAN. Comme Métadame est un organisme par et pour entièrement, donc presque 90% à tous les niveaux, on est des pairs, donc à la direction, dans l'équipe, dans tous les services. Le projet PROFAN est conçu de la même manière et c'est pour ça que ça en fait un projet innovateur puis unique en soi. Donc, le contexte dans lequel PROFAN est né, c'est suite à une information qu'on a eue, l'organisme Métadame, d'une autre association de pairs qu'il y avait à Vancouver, qu'il y avait eu une grosse crise de surdose qu'il y avait eu à Vancouver, puis que ça s'emmenait vers le Québec, qui était pour en avoir de plus en plus, parce qu'on savait qu'il y avait des crises d'overdose aux États-Unis, puis en Europe, il y en avait beaucoup aussi. Et le moyen que nos pairs à Vancouver avaient trouvé comme stratégie pour faire face à ça, c'était de donner de la naloxone aux usagers, parce que sinon, les gens, ils mourraient en grand nombre. Donc, on s'est dit, on va faire la même chose parce que c'est ça, ça va venir au Québec. Alors, je me suis mis à lire tout ce qu'il y avait sur le sujet, puis à faire le tour des autres programmes d'éducation par les pairs. Donc, parce que PROFAN, c'est ça, c'est un programme d'éducation par les pairs où est-ce que les usagers vont enseigner à d'autres usagers quoi faire dans une situation de crise d'overdose. Donc, il y avait des formations qui duraient 5 minutes, il y en a qui duraient une journée, il y en a qui duraient des petites fins de semaine. Donc, on se demandait comment on fait, nous, pour faire la même formation, surtout pour l'adapter à notre contexte au Québec, où est-ce que nous, la drogue la plus consommée, c'était pas l'héroïne ou les opiacés, mais c'était bien la cocaïne. Puis, il faut savoir que la naloxone, le médicament qu'on veut donner, il n'est pas efficace avec la cocaïne. Donc, on avait tout ça à réfléchir. Donc, c'est là-dessus que j'ai planché. J'ai commencé à écrire le projet. Et puis, avec le soutien de Dr. Goyer, on l'a présenté à la santé publique. Ça, c'était en 2013. Malheureusement, comme il n'y avait pas d'éclosion encore d'épidémie de surdose au Québec, il était refusé. Et puis, malheureusement, l'été suivant, en 2014, il y en a eu beaucoup de personnes qui sont décédées d'overdose opioïdes. Et puis, c'est comme ça que la santé publique s'est joint à nous. Puis, on a commencé un grand comité pour faire la création de PROFAN et mettre sur pied ce grand programme de formation. Donc, c'était la direction de la santé publique qui nous finançait. La suite du contexte, c'était que la naloxone, comme je disais, n'était pas offerte, n'était pas disponible en fait pour personne, c'était illégal. Donc, c'est un des gros enjeux qu'on aurait à faire face. Et puis, le fait d'être un comité avec des personnes très importantes était pour nous aider justement à faire tomber les barrières puis avoir accès à la naloxone. Donc, pour la suite du contexte, on avait des défis, les défis initiaux à relever, donc toujours le naloxone, l'accès au naloxone qui n'était pas disponible pour aucun citoyen. Et aussi le fait que la naloxone, c'est un médicament qui doit être prescrit comme n'importe quel médicament. Donc, si on voulait le donner à un des participants, on le prescrivait à son nom, mais dans les faits, si c'est lui qui fait l'overdose, c'est pas lui qui va l'utiliser, ça va être une personne alentour. Donc ça posait un défi au niveau de la prescription. On avait ce challenge-là à relever. Et puis, il a fallu qu'on ait accès à des médecins qui avaient fait ça ailleurs dans d'autres provinces, qui nous donnent des trucs pour un petit peu tirailler la législation pour avoir en fait une prescription communautaire qu'ils ont appelée. Ils ont prescrit la naloxone à tout le projet PROFAN
comme ça, ben, on pouvait y avoir accès. Puis on avait 3 pharmacies qui travaillaient avec nous. Puis quand les gens y avaient fini leur formation, ils pouvaient aller dans une de ces 3 pharmacies-là pour avoir accès à la naloxone, mais dans la prescription communautaire. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'a déjoué, mais c'était des défis qui nous ont fait, qui nous ont pris quand même 1 an et demi à régler au début. Donc, Profane, dans les faits, c'est quoi? C'est vraiment un atelier donné par des usagers. Donc, on les a appelés les pairs formateurs. Et puis, on voulait en recruter des super bons, des spéciaux. On a réussi à en trouver 6. 6 personnes qu'il fallait qu'on soit sûr qu'il y ait assez d'entre-gens, d'être capable de parler en public et de stabilité pour faire un projet difficile comme celui-là, de transmettre de l'information précise pendant 3 heures de temps d'une formation. Donc, c'est quand même quelque chose de difficile qu'on demandait. On en a trouvé 6. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis en duo, donc 2 par 2. Puis à chaque fois qu'il y avait une formation, le duo des performateurs était à l'avant, il animait. Il y avait aussi une infirmière du CRAN qui était dans la salle, puis était là en soutien. Si jamais il y a des questions qu'on ne savait pas, étant donné qu'aucun de nous était médecin ou infirmier. Et puis moi qui étais toujours présente là comme une bonne mère de famille pour veiller sur mes pères usagers qui faisaient leur premier pas dans le programme, mes pères formateurs. Et puis, on était là pour les aider. Rendu à la 2e année, ils étaient déjà capables de le faire chacun seul. Donc, on était capable de faire les duos puis de faire une personne qui animait toute seule chaque atelier. Comment ça se passait? C'est que le matin, il y avait des formations profanes. On a fait le dîner. Et puis, l'après-midi, il y avait la partie ACR, donc réanimation cardio-respiratoire. Puis, donc, comme il faut avoir une certification pour donner ça, c'est une firme externe, la firme Langevin, qui a envoyé un instructeur qui venait donner la partie RCR à nos participants. Donc, c'était un partenariat, donc, encore avec un autre groupe de personnes qui n'étaient pas des usagers. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment on pouvait travailler tous ensemble. Le volet chercheur était vraiment important dans le projet Profane. C'était vraiment le plus qui nous a vraiment aidé sur plein d'aspects. Entre autres, au début, on a fait, dès les premières formations, dès les premières sessions, les premiers ateliers, tout de suite après, on a fait des groupes focus afin d'aller chercher le pouls des participants et des pairs animateurs, des pairs formateurs, pour savoir qu'est-ce qui avait bien été, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, pour pas être obligé d'attendre un rapport final au bout d'une année pour changer des choses 1 an plus tard. Nous, on voulait tout de suite essayer d'adapter, vu que ça n'avait jamais été fait et puis il y a plein de choses qu'on avait vraiment essayé de deviner sans vraiment savoir, donc on ne savait pas si c'était pour marcher. Donc, on a ajouté des choses comme les gens nous ont demandé de rallonger la partie manipulation parce qu'ils trouvaient que c'était important. Puis nous, on avait juste mis 5 minutes, puis on dit, ben non, on a besoin de plus parce que la plupart des gens, ben c'est pas tout le monde qui est habitué à utiliser des seringues. Au début, nous, on avait la naloxone avec les seringues seulement, donc intramusculaire. Et après, même s'il y avait des personnes qui s'injectaient, il y en avait plein qui ne s'injectaient pas. Donc ça, c'était un aspect, par exemple, qu'on a changé. Un autre aspect, ça a été que la 2e année, déjà, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui il n'y avait pas besoin de faire leur CR. Donc, on a offert dès la 2e année des demi-journées ou des journées complètes d'ateliers profanes. Donc, il y en a qui venaient faire soit une demi-journée juste profane ou soit la journée au complet avec leur CR dans l'après-midi. Donc, c'est vraiment, on essaie de moduler et d'aller vraiment aux besoins de nos participants pour qu'on réussisse à les retenir aussi le plus possible et les intéresser. Il faut penser qu'il y avait beaucoup de gens là-dedans qui étaient désorganisés, qui n'avaient pas été assis sur des bancs, genre des bancs d'école depuis longtemps. Et puis, c'est pas facile pour eux de rester toute la journée. Même si on a essayé de rendre ça dynamique, de les faire participer, d'être vivants, c'est pas facile pour eux de rester là toute la journée. On avait des incitатeurs. C'est sûr qu'on leur a offert, ceux qui restaient toute la journée, on leur offrait 50 ce qui est pour nous tout à fait normal, étant donné que les gens qui vont faire des formations quand ils travaillent sont payés. Nous, on a jugé que si on voulait que les usagers de drogue ne soient pas en manque, puis qu'ils ne décident pas d'aller courir l'argent au lieu de venir se former pour sauver des vies, c'est important qu'on puisse au moins leur donner cet argent-là, qu'après la journée, ils mangent, ils cherchent un hébergement où ils consomment. À partir de là, ça ne nous regarde plus. Donc, c'est un des aspects qu'on a fait. Ce qu'on a essayé de démontrer aussi avec la recherche, c'était
Est-ce que ça marche, l'analoxone? Donc, est-ce que les gens ils vont avoir des trousses? Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Est-ce que ça marche un programme d'éducation par des pairs? Est-ce qu'ils sont capables de transmettre euh, leur expertise, de transmettre les connaissances? Donc, à cet effet, on avait un test, on avait des questions qu'on posait au début aux participants, par exemple, est-ce que l'analoxone marche avec les drogues? Puis à la fin, on leur reposait la même question pour voir si soit il avait bien écouté ou soit si les animateurs étaient bons, mais en fait, on a essayé de voir si le transfert des connaissances avait été fait. Et puis aussi, on voulait essayer, on voulait démontrer, pas démontrer, mais on voulait que notre initiative soit prise au sérieux. Puis c'est sûr qu'étant donné qu'aucun de nous, on est médecin ou chercheur ou quoi que ce soit, le fait qu'on ait des chercheurs sérieux avec nous, ça démontrait toute la légitimité de notre démarche. Puis nous, on voulait faire ça pour être capable d'aller chercher du financement pour s'assurer que le projet dure le plus longtemps possible. Les autres défis qu'on a eu aussi, c'était de rejoindre, pour que ça fonctionne, il fallait qu'on rejoigne les plus vulnérables. Donc, il fallait qu'on trouve d'autres moyens. C'est là que l'expertise des pairs est importante dans ce projet-là. Ce projet-là est innovateur parce que les pairs ont pu vraiment mettre leur couleur puis leur grain de sel à leur manière. Dans d'autres projets, peut-être qu'ils auraient été chercher, recruter les participants avec des posters. Nous, on n'a pas eu besoin de faire ça. Nous, juste le bouche à oreille, on avait déjà trop de monde pour le nombre de places qu'on était capable de faire à chaque atelier. On savait que les dépliants, ça ne marchait pas. On savait où il fallait aller. On savait qui il fallait qu'il parle. Donc, c'est comme ça qu'on a fait la publicité la première année. Donc, les rejoints les plus vulnérables, contrairement à ce qu'on avait pensé au début, ça n'a pas été une difficulté. Diminuer les barrières à l'accès à l'analoxone, bien, c'est sûr que nous, idéalement, on aurait aimé ça que une fois la formation terminée, les gens puissent partir avec leur trousse de naloxone. Malheureusement, ça n'a jamais été possible. Puis, on avait raison dans notre raisonnement parce que la recherche aussi, elle a démontré que les gens, entre la journée qu'ils avaient leur formation, puis le moment qu'ils allaient chercher leur trousse de naloxone, on perdait des joueurs. Il y avait des fois 40 des gens qui n'allaient pas chercher leur trousse. Donc, on savait que c'était pas comme ça, puis c'est pour ça qu'on voulait être capable de donner les trousses, mais malheureusement, on ne pouvait pas. Le dernier gros défi qu'il y avait, et ça, c'était un défi que tous les projets d'éducation par les pairs ont, c'est que les participants téléphonent au 911. Ça, c'est de partout par le monde. Les usagers de drogue n'ont peut-être pas des fois des bonnes relations avec la police, les pompiers, les ambulanciers. Ils ont souvent eu des mauvaises expériences. Et puis, ils ne veulent pas faire le 911 quand il y a une situation d'overdose. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont injecter l'analoxone, puis ils vont dire, OK, la personne est correcte, on n'appelle pas. Donc, au moins, nous, on essaie de toutes sortes de manières de faire passer ce message-là. Et puis, l'autre chose qui était difficile à implanter dans la tête des gens, c'est qu'une fois que tu as ton naloxone, il faut que tu ailles à l'hôpital. Ça ressemble un peu à l'épipène. Une fois que tu as eu ton injection d'épipène, tu n'es pas correct, tu n'es pas guéri. Il faut que tu ailles te faire soigner. C'est en attendant que les professionnels de la santé soient là. Et c'est la même chose pour le naloxone. Donc, ça aussi, c'est un message qu'on a essayé vraiment d'implanter, mais comme tous les autres programmes d'éducation par les pairs dans le monde, ça a été un point qui reste un grand défi à relever. Pour ce qui est du contenu de la formation, on donne beaucoup d'informations en 3 heures. On parle un petit peu de prévenir les overdoses, mais vraiment des trucs concrets. Donc, pas consommer seul. Vraiment, il va le concret. Donc, on en parle pendant peut-être 5-10 minutes, pas beaucoup quand même. On met surtout l'accent sur la situation d'overdose en tant que telle. Donc, c'est quoi les signes? Comment on peut différencier une situation d'overdose d'opioïdes et de coke? Et ça, je tenais particulièrement qu'on n'enseigne pas seulement les opioïdes parce que je me disais, si quelqu'un arrive sur les lieux d'une overdose de coke, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, j'ai pas été formé pour ça, puis je peux rien faire. Je tenais absolument à ce que les gens soient outillés pour les deux, même si nous, on disait le sujet du projet, c'était les opioïdes. Les gens étaient formés pour les deux. On présentait aussi l'analoxone. C'est quoi ce médicament-là? Comment ça agit? Quand on a commencé Profane, au début, donc, on était les seuls au Québec à avoir accès à l'analoxone, comme je vous ai déjà dit. Donc, seulement les gens qui participaient au projet Profane pouvaient y avoir accès. Et puis, c'était l'analoxone injectable intramusculaire. Donc, il fallait tout expliquer la manipulation, comment sortir des ampoules, le mettre dans les seringues, comment injecter, etc. Le protocole, on s'est fait inventer, on a inventé nous-mêmes un protocole, comme les infirmières ou les médecins ont des protocoles
dans telle ou telle situation médicale. Nous, on voulait faire un protocole très simple que les gens se souviendraient, puis absolument, peu importe l'occasion. Un petit peu d'informations sur comment gérer l'après. Les gens avaient beaucoup de mythes et de légendes urbaines ou de films qu'ils avaient trop vus sur que les gens, comment ils se réveillent quand ils ont eu de l'analoxane. Donc, on essaie de faire ces légendes-là. Puis, finalement, les considérations légales, toutes les questions, les peurs que les gens avaient de se faire poursuivre, ou s'ils aidaient quelqu'un ou s'ils ne l'aidaient pas, etc. Donc, on a beaucoup parlé de la loi du bon samaritain et puis des amendements qui ont eu lieu justement à cause de la stratégie pour la guerre contre la crise d'opioïdes. Pas la guerre, mais contre la crise d'opioïdes. Donc, on parlait de tout ça dans la formation. Donc, ça fait beaucoup de sujets qu'on avait à aborder. On parlait aussi du contenu de la trousse. Donc, tout ce qu'il y avait dans la trousse, on l'a montré. C'est une trousse que nous-mêmes, au début, on était vraiment, on innovait. Donc, on a nous-mêmes magasiné la trousse, nous-mêmes fait les étiquettes qu'on a mis dessus avec des petites images, avec vraiment simple, des rappels. Nous-mêmes fait l'aide-mémoire qu'on mettait dedans la trousse pour savoir si on oublie tout, qu'est-ce qu'il faut se rappeler à la dernière seconde, les 2 ou 3 informations importantes. On voulait même mettre des crayons et parce qu'on mettait une petite carte, ça aussi, c'était un grand sujet de discussion avec les professionnels de la santé. Les agents, on voulait mettre une petite carte pour si jamais tu fais rien, si jamais tu ne veux pas attendre la police, au moins écris sur une carte qu'est-ce que tu sais, puis laisse-le avec la personne qui a eu la crise d'overdose. On a réussi à mettre la carte, mais pas le crayon. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, on essaie de vraiment pallier à toutes les situations que nous, on savait qui se passent réellement dans la vraie vie. Cette formation-là, elle a eu vraiment des résultats fantastiques. Ça a été un grand succès. On a eu des impacts et des bénéfices de toutes sortes et surtout des imprévus. Celui qui m'a fait le plus plaisir, qui était le plus surprenant pour nous, c'est que les gens, beaucoup de participants, soit les pères formateurs ou les participants, ont changé leur habitude de consommation. Et c'est pas ça qu'on visait, mais c'était une autre manière de prévenir les overdoses et on était bien contents de voir que les gens nous disaient ça, que parce qu'ils avaient appris plein d'informations, ils se sentaient responsables par après de ne plus consommer de la même manière et surtout d'en parler autour d'eux. Puis ça, c'était vraiment magnifique comme bénéfice imprévu. Il y a près de 90% des gens qui nous disaient qu'ils étaient plus confiants, qui pensaient que vraiment en situation d'overdose seraient capables d'intervenir, qui se sentaient importants, même un citoyen maintenant, responsable. Puis ça aussi, c'est le groupe pour les agents de drogue qui étaient marginalisés. Il n'y a pas rien réussi. Il y en a plein qui nous ont dit que c'était la première fois qu'ils finissaient quelque chose. Donc, pour nous, c'est un autre grand succès de Profane. Les quelques chiffres que je vais vous donner, c'est les seuls. C'est que de juin 2015 à novembre 2017, on a formé plus de 1400 personnes. On a donné plus de 1000 trousses et il y a plus de 90 fois qu'on sait, parce qu'il y a souvent des fois qu'on ne sait pas. Donc, 90 fois qui ont été rapportées que les trousses ont été utilisées dans des cas d'overdose à Montréal. Ça veut dire qu'il y a plus de 90 vies au moins qui ont été sauvées pendant les 3 années que Profane a eu sa première étape. Donc, l'effet Profane, c'est quoi? On a dit que, nous autres, on s'est dit que l'effet Profane, c'était d'essayer d'étudier les gens pour qu'ils puissent sauver des vies. C'était vraiment concret comme ça. Surtout, la spécificité de Profane, c'était que les pères étaient impliqués du début à la fin. Moi, je suis une ancienne consommatrice. Les gens qui ont travaillé avec nous étaient à 90% des consommateurs ou des anciens consommateurs. L'équipe est faite de consommateurs. Donc, on voulait vraiment montrer que c'est faisable d'impliquer les usagers à différents niveaux, mais surtout de manière significative. L'effet Profane, c'est aussi que les gens qui ont participé à cette formation-là, que ce soit en participant, en tant que participant ou en tant que performateur, ils en sont ressortis avec une plus grande estime de soi. Et ça, c'est les chiffres et les données de la recherche qui nous le disent. Nous, on l'a vu, mais on se l'est fait confirmer. Ça s'exprime beaucoup dans leurs relations interpersonnelles qu'ils nous ont mentionnées, dans leur travail, s'ils en ont. Donc, il y a vraiment juste une journée comme ça a fait une grande différence pour ceux que c'est les participants. Et pour les pères formateurs, mais c'est sur du long terme, donc ça les changeait vraiment. Il y a plus de confiance en eux aussi. Ils se sont sentis, généralement, ils sont tous sentis plus utiles et plus responsables, mais surtout plus une personne, un citoyen important. Puis ça,
Il y a juste quelqu'un qui a été marginalisé, qui s'est fait dire non plein de fois dans sa vie, qui n'a jamais fini des trucs, jamais, jamais, pour savoir comment c'est important quand on se sent devenir un citoyen un peu comme les autres personnes, aussi important que les autres personnes. Et puis, finalement, ben, c'est une expérience qui a donné beaucoup d'élan, d'inspiration à certains de nos pères formateurs. Il y en a qui ont voulu continuer, pousser plus loin, faire d'autres projets, mais surtout, on en a gardé longtemps. Sur les 6, il y en a qui sont arrivés il y en a 4 qui sont arrivés au bout de la 3e année et qui continuent encore aujourd'hui. Fait que ça, on est vraiment contents. En conclusion, la seule chose que je veux que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous vous rappeliez, c'est que l'éducation des pairs, c'est important. C'est vraiment un gage de succès quand il faut aller chercher des populations plus marginalisées, plus difficiles à rejoindre. Impliquez des pairs dans votre projet, ils vont vous dire c'est quoi qui est concret, c'est quoi qui marche. Vous allez voir, il va y avoir des résultats bénéfiques à de multiples niveaux, mais aussi pour tout le monde qui est dans ce projet-là. L'éducation significative des pairs, pour moi, je trouve que c'est incontournable. Leur expertise, le transfert de leurs connaissances, leur participation, c'est une grande richesse, puis c'est dommage de ne pas s'en servir. Elle peut servir de toutes sortes de manières. Puis finalement, le travail en partenariat, je l'ai mentionné brièvement, mais les usagers avec les chercheurs, les usagers avec la santé publique, avec les policiers qu'on est allé sensibiliser, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent, puis qu'on a juste eu des conséquences bénéfiques dans ce projet-là. Alors, nous, on veut continuer et c'est pour la suite. Ça, c'était Profane 1.0. Il va sûrement y avoir un Profane 2.0.